Les essais libres 1 et 2 se sont terminés en Hongrie et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner le rythme de course des différentes équipes, à commencer par Ferrari, qui a apporté la nouvelle suspension arrière en Belgique. Nous l'avons dit plusieurs fois, cette Hongrie est le véritable banc d'essai pour voir officiellement comment se comportait la Ferrari SF25, ainsi que le comportement de la nouvelle suspension arrière apportée en Belgique, associée à la nouvelle planche de fond apportée en Autriche. Donc, nous allons tout voir en détail. Je vais examiner le rythme de course. Nous allons également regarder les images embarquées de Hamilton et Leclerc pour voir comment se comporte cette Ferrari. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui sort ici sur la chaîne, où nous analysons chaque séance en détail. Cela dit, commençons immédiatement en regardant les temps des essais libres 2, puis faisons une analyse ensemble. Alors, essai libre 2, voyons Norris en première position, suivi de Piastri, Leclerc en 3e, Stroll en 4e, Alonso en 5e, Hamilton en 6e, Russell en 7e et tous les autres. C'est étrange de voir une Aston Martin si en avance sur le tour sec. Aston Martin a été très forte, c'est un peu la surprise de la journée si l'on veut, parmi d'autres, et il est important de noter Leclerc en 3e et Hamilton en 6e. Une chose qui apparaît en regardant immédiatement le classement, c'est que nous avons la première Red Bull, qui est Tsunoda en 9e position, et nous avons même une équipe satellite, à savoir Racing Bull, qui est devant la Red Bull officielle avec Hajar en 8e position, tandis que Verstappen se trouve en 14e position. Verstappen a beaucoup souffert sur le tour sec et aussi sur le rythme de course. Mais avant d'analyser en détail le passage en course, je veux vous montrer d'abord l'omboire de Leclerc pour voir un peu comment se comporte la SF25, surtout dans la partie en conduite à la fin du premier secteur, début du deuxième secteur. Regardons ensemble ici Leclerc, nous allons le voir dans sa partie en allant vers le virage 4, un virage très difficile où ce matin lors du FP1 il a eu un peu plus de difficultés. Voyons ici comment se comporte la SF25, car c'est un virage où il faut avoir beaucoup de confiance, surtout avec l'arrière, pour éviter de perdre le contrôle en monoplace. Vous voyez qu'il arrive légèrement large, il n'y a pas cette confiance que la McLaren a avec l'arrière et cela reste encore un peu une limite pour Ferrari, même si je dois dire que dans le comportement en piste, elle s'est nettement améliorée, surtout dans la gestion de la surchauffe à l'arrière, qui s'est nettement améliorée par rapport à ce que nous avons vu dans le passé. Nous voyons le virage 5 avec Leclerc qui adopte cette approche qui consiste à chercher la corde dès le début du virage, puis à élargir la trajectoire vers la fin, contrairement à Hamilton qui, lui, la prend un peu plus large puis resserre vers la fin en accélérant, ce qui fait tourner davantage l'arrière. Leclerc a une conduite plus survirante, donc il cherche la corde dès le début, tandis qu'Hamilton fait le contraire. Je vous montre à nouveau le point où Leclerc, regardez à quel point il arrive près ici et quel angle de volant il a en ce moment avec les pneus slick. Voici, en revanche, Hamilton, surtout dans les deux derniers virages, le virage 13 et le virage 14, on voit qu'il entre moins serré que Leclerc et cherche à faire tourner davantage l'arrière, tandis que Leclerc fait davantage tourner l'avant puis gère l'arrière en sortie. C'est pour vous montrer la caméra embarquée de Leclerc. Ils ont également effectué plusieurs changements chez Ferrari, en fait je vais d'abord vous montrer le graphique très intéressant de la FT1. Comparaison entre Leclerc et Hamilton avec la télémétrie. Voyons où Leclerc gagne le plus. Leclerc est en rouge, Hamilton en jaune. Voyons que tout au long du tour, Leclerc gagne quelques millisecondes dans chaque virage, surtout dans le chicane, qui est le point où il gagnait le plus ce matin dans la F+1. Et bien, on voit aussi sur le tracé en bas du circuit combien Leclerc gagne sur Hamilton. Hamilton ne gagne que dans le dernier virage. Cela parce qu'Hamilton ne s'entend pas bien avec la voiture et en effet, nous avons deux visages de Ferrari divisés. D'un côté, nous avons Leclerc qui se sent mieux avec le réglage, ce que montre aussi son rythme de course. Ils ont effectué plusieurs réglages, mais il est parti avec une configuration légèrement plus déchargée que lors de la FP1, puis il s'est senti à l'aise, il a augmenté un peu l'incidence sur l'aile avant, ce que Leclerc fait souvent comme changement de routine, si l'on veut, lors des essais libres. Et Hamilton, lui, a fait une sorte de test inverse, dans le sens qu'il est parti avec une aile plus chargée puis l'a déchargée en suivant la direction de Leclerc. Donc, un comportement différent entre les deux pilotes Ferrari. Je vais aussi vous montrer l'image des deux ailes en comparaison que nous allons analyser ensemble. Voyons l'aile, celle choisie d'un côté, celle choisie par Hamilton avec la configuration Monaco, donc une aile beaucoup plus chargée. Et de l'autre côté, celle choisie par Leclerc, qui est une configuration moins déchargée, celle d'Espagne. Donc configuration 4, spécifie 4 pour Leclerc, spécifie 5 au lieu de Hamilton,
donc 5 sur 5 celle de Hamilton, vraiment très chargée et en effet après il est allé la décharger pour les essais libres 2. Nous allons aussi voir cette image éloquente de Hamilton qui à la fin, a terminé son tour de course dans LFP2 et est allé secouer la tête. Regardez ici comme il secoue la tête. Il n'est pas content, l'équilibre de la monoplace de Hamilton, et il a dit que c'était même un équilibre presque dangereux. Donc des mots très très durs de Hamilton qui a aussi dit ce matin que la voiture n'est pas bonne, je ne me sens pas bien, tandis que de l'autre côté, Leclerc se sent mieux avec la monoplace. Je vous montre aussi ici une comparaison des ailerons arrière vus en caméra embarquée, c'est-à-dire, vus de l'extérieur, mais avec les voitures en piste, et nous voyons Leclerc avec une charge moyenne haute, tandis que Hamilton a une charge élevée. Maintenant, pour essayer d'obtenir plus d'adhérence à l'arrière, avoir un peu plus de charge pour Hamilton, mais au final cela ne change pas beaucoup la situation, dans le sens où Hamilton n'est pas à l'aise avec l'arrière, et ils ont donc aussi déchargé la voiture de Hamilton en adoptant la configuration de Leclerc qui, actuellement, si l'on veut, est celui qui parvient réellement à pousser la SF25 à ses limites. En fait, regardons aussi les temps. Maintenant, voyons le rythme de course, analysons ensemble car il y a beaucoup de choses intéressantes à voir en commençant par le classement qui montre les temps de Leclerc et Hamilton, que vous voyez ici, sur la partie droite de l'écran. Voyons Leclerc, le rythme de course réalisé avec la gomme médiane, en partant de ce tour ici, qui est celui où il est rentré au stand. Il est parti avec un 1,25, un peu lent, 1,21,6, 121,8, 121,92, tour lent à 30, 123 et un tour assez lent, mais pas trop, 12 242, donc le rythme de course, disons qu'il était autour de 21 élevé, il est parti puis est passé à 22 bas. Si l'on regarde Norris, il a fait la course avec des pneus médiums en laissant de côté ce tour de retour au stand, donc parti avec un 21,1, 21,2, 22,2, 22,3,4, 22,2, 6, 21,5, donc un rythme beaucoup plus élevé, tournant en moyenne aussi 10e plus vite par tour, signe que la McLaren en ce moment en a plus que Ferrari, c'est peu mais sûr, cela se voit aussi très bien dans le rythme de course, Norris tourne en moyenne autour de 21 bas. Il a fait un 22,6 élevé, mais je pense que c'est aussi dû à une erreur, tandis que Leclerc a maintenu un rythme de course autour de 21 élevé, puis tourné en 22 bas, touchant même le 23 comme temps. Hamilton, en revanche, avec des pneus tendres, a réalisé une course à un rythme de course en partant de ce tour de retour, donc un 21,5 31,7 est très élevé ici, probablement à cause du trafic. 21,2,9 252 très élevé 21,9 22,5 22,7 22,9, vous comprenez bien que ce sont des temps très fluctuants, d'ailleurs avec une gomme plus tendre en faveur de Hamilton et au détriment de Leclerc. Quoi qu'il en soit, Hamilton a eu plus de difficultés avec son rythme de course, en faisant tout de même beaucoup de tours, environ 8 à 9 tours de simulation de rythme de course, mais le rythme est plus élevé et si l'on veut un rythme de course qui m'a extrêmement surpris, c'est celui d'Ajár, qui, si on le compare à celui de Verstappen, est très similaire. Commençons par le tour de retour. Ici, il a fait 8 minutes, donc un 23,7 12 272 322 3269. Un peu lent, 23 226 230. Donc, il tourne autour de 22 bas, puis à quelques tours, il l'a aussi fait autour de 22 hauts. Si l'on regarde Verstappen qui a rencontré de très gros problèmes avec la monoplace, il a fait 224 220 267 24 5 271 226 227 223 22,6. Donc un rythme de course puis en avançant 24 6 234 23 2 226 en somme, il ne s'est pas senti à l'aise. Le rythme de course est fluctuant, mais deux passages de course entre Jarry et Verstappen sont similaires. En fait, il a déjà tourné plus vite en moyenne. Bien sûr, c'est la journée de vendredi. Ovo, nous savons que même Red Bull modifie toujours le réglage et que le vendredi, ils ne se sentent souvent pas très bien avec les réglages de la monoplace. Ils ont intervenu sur le CBR, sur la convergence des roues avant, la hauteur du fond, la partie avant de Verstappen, pour modifier l'assiette et essayer de trouver plus de feeling avec l'avant, car nous savons que si Verstappen n'a pas de feeling avec l'avant, il ne peut pas conduire sa monoplace. Comme il l'a dit lui-même dans la radio d'équipe, je reprends sa citation, on dirait qu'on conduit sur la glace, en somme, il ne trouvait pas de feeling. Déjà, c'était la meilleure, la voiture de la famille Red Bull, si l'on veut, entre Red Bull et Racing Bull, et le rythme de course le prouve aussi. Cela dit, Red Bull, surtout le samedi, fait toujours un pas en avant par rapport au vendredi, donc je m'attends à ce que Verstappen fasse aussi ce pas en avant pour demain.
Et reprenant les passages de la course, un autre passage très intéressant est celui d'Antonelli qui, en prenant la boucle de retour, a réalisé 223 21,7 220 billions 218 milliards 219 millions 260 224 225 millions 227 228, ce qui est un rythme de course légèrement plus lent que celui de Leclerc, mais il est très rapide, il est plus rapide qu'Hajjar, plus rapide aussi que Verstappen. En ce moment, le rythme de course d'Antonelli est même meilleur que celui de Russell, si on le compare à ce que Russell a fait. 219 219 20 259 22, en somme, Antonelli est plus rapide que Russell en ce moment sur le rythme de course. Russell lui aussi n'a pas très bien trouvé ses marques aujourd'hui, disons. Regardons aussi les temps, mais Antonelli est tout de même devant Russell en rythme de qualification, donc en qualification, Russell est encore un peu meilleur, car la différence est d'environ 1 dixième. Sur la séance de course, Antonelli semble être mieux placé que Russell, et ce n'est pas la première fois que cela arrive, qu'Antonelli performe mieux en course qu'en rythme ou en simulation de qualification. Je vous donne aussi le temps d'Alonso qui a quand même réalisé un bon long run si l'on veut, en considérant que c'est une Aston Martin 214 221 221 224, évidemment plus lente que Hamilton en comparaison avec Gomaoft, et eux, c'est aussi un rythme de course très lent, une simulation de quelques tours, 5 à 6 tours, donc cela ne compte pas vraiment. Je l'ai mentionné aussi parce qu'Aston Martin n'a pas mal performé. 4e avec Stroll et 5e avec Alonso, qui n'a fait que la FP2 parce qu'en FP1, Drugovich a tourné. Faisons aussi une comparaison avec Norris et Piastri, je les mets côte à côte pour qu'on puisse bien les voir ensemble. Alors, commençons par Piastri, en fait commençons d'abord par Norris, si je le répète, 21.3, 21.2, 22, 23.4, 22.6, 21.5, 27, puis plus lent. Allons voir Piastri. 21,8 224 21 6 224 24 7 21 5 25 5 21,8 22,6 donc il semble être plus constant en ce moment, Piastri et Norris semblent être plus rapides en termes de temps, mais moins constants. Évidemment, il faut aussi considérer que Norris a commis quelques erreurs de plus que Piastri. Piastri démarre toujours un peu comme un diesel, un peu plus lent, disons, puis atteint les performances de Norris et le dépasse même à partir du samedi. A l'inverse, Norris commence de façon explosive, très fort dès le départ, puis n'arrive plus à s'améliorer, voire commence à faire quelques erreurs. Il sera donc intéressant de voir aussi le défi chez McLaren, mais si je dois faire un bilan actuel, après avoir vu les essais libres, après avoir pris en compte toutes les considérations, je pense que nous voyons en ce moment une McLaren, surtout. Ensuite, nous avons la Ferrari. Dans ce cas, je vous mets l'image du box de Hamilton lorsque la spécification de Leclerc a été mise sur l'aileron arrière de Hamilton. Donc, nous avons une McLaren juste devant tout le monde, puis la Ferrari, puis attention, la lutte derrière est serrée car Mercedes est dans la partie, il y a aussi Aston Martin en qualification, même si probablement ils ont aussi un peu augmenté la puissance du moteur, donc on peut aussi la mettre un peu en retrait, mais Red Bull est en grande crise en ce moment, donc il pourrait jouer cette position, derrière la Ferrari, Mercedes, Red Bull et même Racing Bull avec Hajjar, voilà le paquet 2. Combat qui se joue derrière. Attention aussi, bien sûr, à Red Bull, avec Vesta, on s'attend à une avancée, mais derrière c'est un peu plus une inconnue quant à qui pourrait faire mieux. Il était déjà très fort, Verstappen était un peu plus en difficulté, mais quand Verstappen est en difficulté, il ne s'est pas trop mal sorti étant totalement en crise, donc s'il s'améliore, il peut faire beaucoup mieux. Aston Martin a un peu augmenté la puissance du moteur, donc je ne la considérerai pas. Et Mercedes me semble meilleure et pour le moment non, elle pourrait aussi bien faire en qualification qu'en course. Il faut aussi commencer à regarder la consommation des pneus, qui est toujours leur talon d'Achille. Je veux aussi faire un petit récapitulatif sur Mercedes car nous avons dit que Mercedes a fait un pas en arrière, dans le sens qu'elle était partie avec la nouvelle suspension arrière, avec la nouvelle suspension, oui, celle qui avait été apportée au Canada, qui avait convaincu dans un certain tracé de circuit et avec beaucoup d'accélération en ligne droite, elle a fait un pas en arrière en remontant l'ancienne suspension, celle que nous avions changée lors des courses précédentes, si je ne me trompe pas, de Monaco à Imola, je ne me souviens pas quand ils ont utilisé la dernière fois la spécification de la suspension arrière, ils sont repartis de là, donc elle a fait un pas en arrière parce que la nouvelle spécification, celle introduite au Canada avec la suspension arrière, ne donnait pas les retours espérés lors d'accélération en sortie de virage avec le volant tourné, dans le sens qu'en accélération en ligne droite, cela allait bien, mais cela ne fonctionnait pas, cela ne donnait pas la bonne sensation à l'arrière au pilote lors de l'accélération en sortie de virage, là où il fallait gérer l'accélérateur. Le frein en cours d'utilisation. Un peu c'était le problème.
J'espère m'être expliqué, mais de toute façon c'était un problème de Mercedes qu'ils vont maintenant essayer de résoudre en repartant de zéro, si l'on veut, en repartant sans cette mise à jour et en reconstruisant avec une voiture plus solide et qui donne plus de retours positifs entre la simulation et la piste. Donc c'est un peu le point de Mercedes. Cela dit, je vais aussi vous montrer quelques autres images. Voici la mise à jour que nous avons vue sur Red Bull, sur la partie avant du museau, sur Noda FP1 et sur Verstappen FP1. Modification à l'avant du museau, aussi un peu sur le flap de l'aile, un peu plus d'incidence sur Verstappen par rapport à Tsunoda qui a moins d'incidence sur l'aile avant. Rien de spécial, il y a des mises à jour minimes de Red Bull et je vais aussi vous montrer des différences ici dans la télémétrie lors de FP+1 entre Leclerc, McLaren et Verstappen. Voyons un peu. Donc Norris, Leclerc et Verstappen. Ici, la chicane. Regardez, Leclerc entre plus doucement, désolé, ici le virage 4, désolé, ici le virage 4. Voyez que Leclerc entre plus doucement par rapport à Norris et Verstappen. Un peu moins de confiance dans ce cas pour Leclerc qui a ensuite amélioré lors du FT2, et ici aussi pour le virage 5, même chose, mais Verstappen aussi avait plus de difficultés dans ce cas, et en avançant, on voit la même chose au niveau du chicane ici, et en particulier on voit aussi le dernier virage. Regardons-le, la gomme de Verstappen surchauffe trop et il ne parvient pas à bien gérer la gomme dans la dernière partie du tour. Dans ce cas, en revanche, Leclerc n'a pas du tout mal géré la température de la gomme, et c'est quelque chose à souligner car ils ont amélioré chez Ferrari la gestion thermique des pneus, qui était un aspect sur lequel ils avaient un peu plus de difficultés. Et donc, c'est positif, nous avons tout vu. La dernière chose que je voulais vous montrer est Verstappen qui a lancé, disons, cette serviette, je ne sais pas ce que c'était, cette chose qui est arrivée dans l'habitacle, il l'a lancée hors de l'habitacle, cette serviette, et donc il a été enquêté, c'est pourquoi une investigation a été ouverte. Nous verrons donc un peu quelle sera la réponse de la FIA, s'il y aura une amende ou même une sanction plus grave. Et voilà, c'est la toute dernière chose. Voici le commentaire de Hamilton sur le long run. L'arrière est très instable. En somme, Hamilton ne se sent pas à l'aise avec cet SF25 à cause d'un arrière instable. Nous l'avons dit plusieurs fois, le même problème depuis le début de la saison, lorsque l'on règle la voiture comme Leclerc, l'arrière devient instable et ce n'est pas la voiture que Hamilton veut conduire, donc c'est un peu le problème. C'est la étape moyenne que nous avons aussi analysée précédemment. Norris avec des pneus médiums 21,2 et Piastri 21,6 avec des pneus médiums, mais avec plus de tours sur les pneus. Antonelli 21,7 très bon avec un pneu médium. Hamilton avec un pneu soft 21,5, mais évidemment une différence de composé. Russell 21,9, donc légèrement plus lent au rythme, comme je vous l'ai dit aussi avant. C'est tout, les gars, et mon pronostic pour les qualifications, je pense que Paul Norris-Piastri sera en pole, puis je vous dis que Leclerc sera 3e. Voici mon top 3. Dites-moi aussi le vôtre dans les commentaires, je suis curieux de lire et de répondre à tout le monde. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo ici sur la chaîne. C'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.